sans-papiers. Merci. Bon, moi c'est Diallo Momar Taslim, membre de la Voix des sans-papiers Bruxelles. Donc, comme tu viens de dire, avec ces mots, moi je peux dire les étiquettes, on peut dire que les politiques posent sur nous, vu du regard des citoyens, quoi, parce qu'avec les mots soi-disant sans-papiers, illégaux, délinquants, donc tous ces mots qui sont derrière nous, des personnes qui profitent, donc ils utilisent des mots pour faire peur à la population, donc à ne pas voir la vraie réalité de la chose, quoi, parce que avant tout on parle de l'être humain. Donc quand on parle de l'être humain, il n'y a pas à dire pour un papier ou pas, parce que c'est donc nous quand on parle même psychologiquement des trucs, nous ici à Belgique, tu vas voir, on dit oui, la maltraitance animale. Tu vois, si tu as moi une personne sans papier, si j'ai un chien, je peux aller dans le mois, mon chien a son passeport, tout, juste pour ne pas que le chien subisse la maltraitance animale. Mais moi, la personne, je peux vivre ici sans papier des années, on ne parle pas de cela, donc c'est pour te dire que les étiquettes qu'on pose sur nous, c'est des choses qui font peur à la population. C'est pour ça nous, à travers différentes activités, différents ateliers que nous faisons, que nous participons, nous essayons de sensibiliser les personnes que nous rencontrons à venir nous rencontrer dans nos occupations, voir qui nous sommes, et aussi voir comment nous vivons, quelles sont les choses et nos idées aussi, parce qu'avant tout on est des êtres humains, on est capable de faire plein de choses. Donc même si les portes sont fermées pour nous, on va essayer, même s'il faut casser certaines pour arriver à d'autres solutions. En tout cas on le fera. On sait que si on ne lutte pas pour nous, ce n'est pas une autre personne qui va venir le faire à notre place, quoi. Voilà, c'est ça que je peux un peu parler sur la question des étiquettes. Merci Taslim. Pour répondre sur l'étiquette, le fait d'être considéré ou appelé sans-papier, il est clair que vous n'êtes pas des sans-papiers, vous êtes juste peut-être des personnes à séjour illégal, mais j'imagine que vous avez un extrait de naissance dans vos pays avant de partir. Vous avez été, la plupart d'entre vous, j'imagine, ont été scolarisés et certainement des diplômés parmi vous dans vos pays d'origine, mais le fait d'être déjà identifié sans papier, est-ce que cela n'est pas une manière de vous isoler, de vous invisibiliser? Et je j'imagine aussi que ce n'est pas que des hommes, même si je sais que toi tu viens aujourd'hui pour représenter la voix des sans-papiers. Quel témoignage tu peux donner sur la composition des membres? J'imagine qu'il y a des femmes qui sont de ce collectif et comment eux ils vivent de cette invisibilisation de leur, à leur niveau. Comment ils vivent cette état de fait? Bon, nous, comme je l'ai dit, la Voix des sans-papiers, c'est un collectif qui lutte pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers qui vivent ici en Belgique. Donc, pour cela, on écoute des bâtiments qui sont vides, abandonnés, qui sont susceptibles même d'être occupés légalement, ou bien la commune même peut réquisitionner pour loger des personnes sans papier ou des SDF, ou même des familles donc, qui sont en manque de logement. Donc, ce sont ces bâtiments que nous, on ouvre clandestinement et par la suite, on essaie de négocier avec le propriétaire pour loger des familles, des femmes, des enfants, des personnes âgées, parce qu'en étant dans la rue, en tant que sans-papier, aujourd'hui, tu vas rencontrer une personne qui est venue en tant que sans-papier aujourd'hui en Belgique. 5 ans après ou 3 ans après, tu revois la même personne. Je vous assure, ce n'est plus la même personne, psychologiquement, mentalement, physiquement. Donc, ils essaient de détruire la personne. Donc, c'est à partir de tout ça, on essaie de trouver le minimum de sécurité, de trouver un logement, signer une convention pour loger ces personnes sans papier et avoir la plus
donc la facilité de nous regrouper pour lutter pour cette cause qu'on a la même cause qui est la régularisation des personnes sans papier. Donc avec le mot sans-papier, nous c'est vrai, on l'utilise nous-mêmes, on dit la voix des sans-papiers, donc parce que c'est comme ça que donc ils disent, donc ça résume selon certaines personnes. Quand ils disent personne sans papier, on dit c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers belges, mais ça ne s'arrête pas là-bas parce que quand ils disent seulement personne sans papier, comme tu l'as bien dit, nous donc on n'est pas des personnes qui n'ont pas de papiers. C'est juste on est des personnes en situation irrégulière ici en Belgique. Donc c'est avec ça ils créent des étiquettes, des peurs pour mettre sur nous afin que les populations s'éloignent et d'autres points de vue. C'est pour ça aussi avec le projet Y'en a marre qu'on a fait au sein de nos occupations, c'est comment accompagner une personne sans papier dans ses démarches administratives. Parce que le langage administratif, c'est pas simple pour un Belge, à plus forte raison pour une personne sans papier qui ne sait pas lire ni écrire, donc qui part dans les administrations. Dès qu'on te dit, comme on le dit, dès que tu viens, on te demande papier, tu dis je suis sans papier, tu sors ton annexe 26, on te dit sans papier, mais à partir du premier jour que tu arrives en Belgique, tu demandes l'asile, on te donne un numéro de référence nationale. Donc on a tous des numéros de référence nationale comme les citoyens belges, mais on nous dit sans papier. Parce que même si j'ai les papiers, c'est avec le même numéro si je veux qu'on continue. Donc on m'appelle sans papier, c'est juste aussi d'autres trucs. Donc c'est pour ça, avec les personnes sans papier qui partent dans toutes les administrations, à partir du moment où la personne dit je suis sans papier, la personne en face, sans automatiquement, donc de personnalité, moi je peux dire comme ça, parce qu'elle va se mettre maintenant à te demander des questions qui n'ont rien à voir à ce que tu es venu chercher, à ce que tu es venu réclamer comme ton droit. Donc c'est dans tout ça aussi que si je suis accompagné, par exemple, une personne sans papier qui est accompagnée d'une personne blanche qui part là-bas, la personne en face sans automatiquement la donne. Donc c'est triste à dire, mais c'est la réalité que nous vivons du jour au lendemain. En étant sans papier, dans toutes les administrations que nous passons, on est toujours confronté à être vu d'un autre point de vue des gars. Donc c'est dans tout ça aussi, avec le projet Y'en a marre, qu'on appelle les citoyens belges à venir accompagner les personnes sans papier dans les démarches administratives. C'est gagnant-gagnant. Les citoyens belges voient en réalité ce qui se passe dans son territoire et voir comment ça se passe. Et la personne sans papier, c'est un expert. Moi, je n'appelle pas les personnes sans papier comme ça. Toutes les personnes sans papier que vous voyez, ce sont des experts. Parce qu'ils vivent la réalité des choses, ils connaissent du jour au lendemain, ils s'en sortent. Comment vivre en tant que sans-papier ici. Tu n'as droit à rien, toutes les portes sont fermées pour toi, mais tu vis. Tu t'en sors du jour au lendemain, tu restes ici 5 ans, 10 ans, quand d'autres même ne savent même pas comment tu t'en sors. Donc c'est tout ça pour dire que les personnes sans papier sont là. Nous, avec le collectif sans papier, la voix des sans papiers, on essaye de ressortir certaines des voix parmi toutes ces personnes sans papier qui vivent ici en Belgique pour réclamer les droits de toutes ces personnes qui vivent ici en Belgique, parce que avant tout, nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi d'autres peuvent voyager et d'autres pas? Pourquoi d'autres sont des expatriés, d'autres des migrants? La bauxite, le pétrole, les diamants, le fer, tout ça, ce n'est pas immigré, c'est pas illégal. Donc les personnes sont illégaux. Donc c'est la matière avant l'humain. Alors que moi je trouve en tant qu'être humain, nous devons d'abord regarder l'humain avant la matière, Donc c'est triste à dire, mais c'est la réalité aussi que nous vivons du jour au lendemain. Les matières avant l'humain, Merci Taslim. Stéphanie, en tant que membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination, Taslim a énuméré beaucoup de mots.
dont souffrent les sans-papiers. Au-delà de ton militantisme, tu es aussi citoyenne belge. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te ramène, qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce que tu peux mettre comme regard par rapport dans un premier temps en tant que militante d'un collectif qui lutte contre la discrimination, mais aussi en tant que citoyenne? Oui, en fait, ça m'amène à porter un regard dans lequel je me rends compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas du tout changé. Ça a juste pris des mots différents. Des mots dans ce sens-ci, M-O-T-S, différents, mais les mots M-A-U-X sont toujours les mêmes. Et donc, à travers ce qui est raconté là, à l'instant, on se rend compte que de la même manière dont, par exemple, dans le système colonial belge, on classifiait les gens en fonction de leur origine, de leur race et de leur provenance, dans notre pays, on continue en fait à classifier les gens selon le passeport avec lequel ils se présentent dans une frontière. Alors que notre pays se place en fait en porte-à-faux comparé à la loi et par rapport non seulement aux lois nationales, mais aussi aux lois internationales. Un grand nombre de la population ne sait pas que le fait de pouvoir se mouvoir, se déplacer d'un pays à un autre n'est pas un privilège mais un droit. Et dans la manière dont c'est présenté même à la population, dans lequel on ne dit pas aux gens que les personnes que l'on dit être des personnes sans papier ne sont pas les personnes sans papier, c'est des personnes qui sont dans une situation administrative qui n'a pas encore été régularisée. Et donc, premièrement, on se rend compte que les gens ne savent pas que la Belgique ne respecte pas les conventions internationales. Les gens ne savent pas que la Belgique a été condamnée à de multiples reprises pour le non-respect de ces conventions internationales. Dans notre pays, des gens sont à même de pouvoir dormir à même le sol, sans savoir quel sera leur avenir pendant 2 mois, 2 ans, les 20 prochaines années. Ça existe dans notre quotidien. Des gens qui sont par exemple dans des boulots réguliers, qui sont tout à fait intégrés dans leur communauté, à travers leur travail, à travers leurs relations familiales, à travers leurs relations amicales, sont dans une dangerosité parce que là, encore à l'heure actuelle, il n'existe pas dans notre pays des critères clairs, définis, objectifs, qui permettent de régulariser. Il y a une seule solution en fait, c'est la régularisation pour toutes les personnes qui sont dans des conditions pour pouvoir l'être. Et là, à l'heure actuelle, en fait, on se rend compte que tout simplement, on laisse des gens dans des situations dans lesquelles elles flottent, littéralement, ne sachant pas de quoi leur avenir sera fait dans quelques années, alors qu'il existe des conventions, alors que notre pays a été condamné à de multiples reprises. Mais force est de constater que notre pays ne se met toujours pas en règle. Toutes ces personnes que l'on voit, par exemple, au niveau du Petit Château ou dans d'autres structures, n'ont rien à faire là. Toutes ces personnes en fait, se retrouvent être complètement contestées dans leur dignité humaine. La question qui nous occupe ici, c'est la question de la dignité humaine. La dignité de savoir que chacune de ces personnes, il n'est pas question de se dire qu'elle a le papier ou le non-papier, quand bien même cette personne n'a pas encore été officiellement régularisée. Notre pays est censé apporter une aide médicale urgente. Notre pays est censé apporter des logements dans lesquels toutes ces personnes, femmes, enfants, hommes, ont droit et de réclamer en fait ce droit-là. Et là, donc, à l'heure actuelle, la question qui se pose, c'est de savoir, existe-t-il des citoyens de plusieurs zones dans notre pays? Force est de constater que oui, dans notre pays, dans un pays qui reçoit par exemple les institutions européennes, dont on a souvent tendance à s'enorgueillir en disant que, et voilà, on a énormément d'institutions internationales qui trouvent résidence chez nous, et c'est ce même pays qui ne remplit pas ses obligations légales. Donc ces mots-là, c'est aussi une propagande qui passe par la manière dont on qualifie les personnes qui ne font rien d'autre que fuir des situations qui bien souvent ont été créées par nous occidentaux, par ce travail de ce prisme impérialiste qui fait que aucune de ces personnes ne décide un matin de quitter l'endroit qu'ils connaissent, leur famille, leur métier, juste pour le simple plaisir. Mais les mêmes systèmes qui font que nous, ici, en Occident, on a une série de privilèges. Ces privilèges ne sont bâtis uniquement et pour la seule raison qu'elles sont bâties sur le principe de l'impérialisme qui amène ces gens à traverser dans des conditions qui sont absolument indignes et inhumaines
pour en fait se sortir de la même situation que nous créons. Et il y a un recommencement qui se fait dans plusieurs domaines. Si on prend par exemple la question écologique, on prend la question climatique, on se rend compte qu'on est dans un désastre absolu. Et dans les solutions qui sont soi-disant présentées, on a des solutions qui à nouveau hiérarchisent les vies, qui à nouveau hiérarchisent la dignité humaine. Si vous prenez par exemple la question de la mobilité et la question des voitures électriques, c'est présenté comme quelque chose qui va sauver tout le monde. Mais comment est-ce que sont fabriquées les batteries par exemple des voitures électriques? D'où proviennent ces matériaux? Les matériaux principaux sont pris d'où? Mais du Sud global. Encore une fois, le même Sud en fait qui n'a pas créé la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais qui a été créée par nous occidentaux. Donc on se rend compte que quand bien même on change les domaines d'activité, les mêmes réflexes reviennent, à savoir hiérarchisation des vies, hiérarchisation des dignités et hiérarchisation de qui a droit de trouver un laissez-passer pour une vie qui soit meilleure et digne pour chacun. Donc ça, cette réflexion-là, elle se retrouve aussi dans la manière dont le monde médiatique présente les personnes qui sont en situation irrégulière, sans jamais établir un lien de cause à effet entre la manière dont ils décident de quitter, dont ils sont plutôt poussés à quitter leur territoire, et la manière dont, en fait, les flux qui quittent ces territoires, et c'est le même chemin. Vous ne pouvez pas à la fois uniquement prendre les ressources humaines, les ressources minières, et vous dire que les richesses humaines, elles, par contre, vont rester à la frontière. Donc ces questions-là, elles doivent aussi être mises en avant. Et force est de constater que, par exemple, dans la manière dont les personnes en situation administrative irrégulière sont présentées à travers les médias, n'établit pas ce rapport de cause à effet qui continue d'être un rapport qui est basé sur l'expropriation, que ce soit des terres et que ce soit des personnes. Avant de donner la parole aux participants, ici tu parles déjà de hiérarchisation. Comment tu justifierais l'accueil des Ukrainiens et par rapport à l'accueil des personnes qui sont sur le territoire belge depuis toutes ces années, mais aussi du peuple syrien qui aussi a fui la guerre. Parce que je me souviens, en 2000, la guerre en Syrie a commencé, l'arrivée des Syriens, le parc Maximilien, il y avait un engouement, l'euphorie qui était derrière, où il y avait presque toute la Belgique qui était là, mais par après on a vu cet engouement disparaître et aujourd'hui on ne voit presque personne. Ce peuple ukrainien qui arrive et qui est déjà reconnu, qui a un séjour, qui ont été au-delà de l'accueil qui a été réservé, mais légalement ils ne sont plus sans papier. Ils sont tous administrativement reconnus en Belgique. Qu'est-ce que tu peux en parler au niveau de la hiérarchisation au niveau du peuple ukrainien et ces immigrés qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, de l'Afrique subsaharienne ou même maghrébine? Comment tu pourrais justifier cette hiérarchisation? La première chose que je pense qu'on doit faire, c'est impérativement ne jamais établir de hiérarchisation entre les luttes. Toute personne, peu importe le pays dont elle vient, a droit à pouvoir recevoir un accueil digne et humain. Les personnes qui fuient les bombes en Ukraine sont les mêmes personnes qui fuient, les bombes qui sont déversées en Ukraine sont les mêmes qui sont déversées en Irak, que ce soit en Syrie, et toutes ces personnes ont droit à un accueil qui est digne et favorable. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on parle de ces questions, on se rend compte aussi qu'il y a toujours un fil rouge. C'est le fil rouge aussi de la hiérarchisation des races et des cultures. Et donc, quand des gens, par exemple, se permettent de déclarer que eux roulent dans les mêmes voitures que nous, je ne sais pas si certains ont déjà vu ce passage, qu'est-ce que ça communique aussi? C'est le fait de se dire que certains ont droit à une humanité beaucoup plus poussée que certaines d'autres personnes. C'est le fait aussi de comprendre que certaines personnes sont de meilleures victimes que d'autres. C'est le fait aussi de comprendre que dans ce cas-là, ça s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas seulement la fuite pour un monde et une vie meilleure, mais c'est aussi le renforcement de quelque chose qui s'appelle l'impérialisme. Parce que ça s'inscrit dans ça aussi. C'est pas uniquement le fait de se dire que ces gens sont en train de fuir des bombes, c'est aussi le fait de se dire qu'il y a deux modèles de société,
un modèle de société qui est beaucoup plus capitaliste et impérialiste, qui veut être préservé par les principales personnes aussi qui en bénéficient. Et donc, moi, je pense que ce qui se passe par rapport aux populations ukrainiennes est une excellente chose, qui nous prouve encore une fois que, effectivement, les moyens sont là, qu'effectivement, il est juste question de volonté, et qu'effectivement, la manière dont on a pu accueillir à juste titre, parce qu'ils le méritaient chacun d'entre eux, on peut le faire pour tout un chacun. On peut le faire. Merci Stéphanie. Ici, on va essayer de donner la parole au public, sauf si, avant de donner votre conclusion autour du débat, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions? Eh bien, je souhaiterais vous poser la question en amont des événements qui poussent ces personnes à quitter leur pays. Vous voyez pourquoi quittent-ils leur pays? Pas non seulement la guerre, ça je comprends. Maintenant, je ne reproche pas de quitter leur pays. Je voudrais quand même que vous me parliez des causes profondes pour lesquelles ils ont quitté leur propre pays. On va prendre plusieurs questions ici. Il y a une dame là-bas. Enfin, il y a une personne. T'inquiète. C'était le bon pronom, t'inquiète. En fait, ma question c'est est-ce que c'est obligatoirement ethnocentré la vague de racisme qu'on trouve envers les personnes qui sont immigrantes pour cause de guerre, etc. Ou est-ce que c'est la nouveauté? Parce que moi je suis une forme, le fait de voir des nouvelles personnes. Je suis fille d'immigrés, mon père est sicilien, ma mère est algérienne. Et j'ai vu mon père m'expliquer que toute son enfance il s'est fait insulter, traiter de macaroni, des trucs comme ça. Des choses qui aujourd'hui seraient ridicules parce que maintenant les Italiens sont considérés comme des blancs. Et ma mère, elle a eu les mêmes choses, salarabe, retourne dans ton pays, va bouffer ton couscous. Et pareil, maintenant, ça va, ils sont plus acceptés qu'avant. Et j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle vague d'immigration, il y a une nouvelle vague de haine différente. Et je me demande si c'est obligatoirement lié à l'ethnie ou si c'est aussi lié au simplement rencontrer des nouvelles personnes et que les personnes sont, que les habitants sont réticents. Je justifie pas du tout, je trouve que c'est affreux, mais je me pose la question. Merci. Ici, le titre du débat, c'est la frontière des mots. Ça pourrait rejoindre déjà votre question parce que les immigrés italiens, polonais et marocains dans les années 1800 souffraient les mêmes maux. Et donc nous, on veut amener le public à avoir une ligne qui se dit, si les maux dont souffraient les Italiens il y a de ces années, ce sont les mêmes maux que souffrent aujourd'hui, mais peut-être d'une autre manière, les sans-papiers d'aujourd'hui, parce que c'est le peuple ici de l'immigration. Donc, comme ce n'est pas moi qui panéliste ici, je vais laisser la parole à Stéphanie, qui va d'abord en première essayer de donner une réponse d'abord à monsieur et à la camarade derrière. J'ai un peu une mémoire de poisson, et donc... La première question pour... C'était sur les causes, hein? Les causes de la migration. De départ. Ouais. Les causes profondes, je pense qu'il y a beaucoup de causes profondes, et en fait, ce serait plutôt aux personnes qui sont les principales personnes dans cette situation à y répondre. La question de la voix des sans-papiers, c'est aussi celle de s'assurer que les gens ne prennent pas la voix d'autrui pour y répondre. Premièrement, je pense qu'il y a ça. Oui. Vous parlez des conséquences, mais vous ne parlez pas des raisons pour lesquelles tant de personnes quittent leur pays. Oui, mais c'est justement pour ça. Oui, non, mais j'avais bien compris, il n'y a pas de souci. J'avais bien compris, il n'y a pas de souci. C'est pas un reproche, mais j'estime, je vous le disais au départ, que c'est un droit de vouloir quitter son pays. Pourquoi pas? C'est une liberté individuelle devant laquelle je ne discute pas.
Et ce n'est pas normal, entre guillemets, de quitter et risquer même la mort, et même y arrive pour pouvoir accéder à l'Europe, je veux dire, ou à un autre pays, pour tenter de retrouver une vie normale. J'essaie juste de répondre à votre question en disant que, étant donné la composition du panel, c'est plus important de toujours s'assurer que les principales personnes concernées soient les principales personnes qui répondent à des questions qui les concernent. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne suis pas issue de l'immigration, je ne fais pas partie de ces personnes. Et là, on a la chance d'avoir dans le panel quelqu'un qui est la mieux placée pour répondre à cette question. C'est juste ça que j'essaie de vous dire. Ça va, avant de donner la parole à Taslim, non, je vais juste présenter un peu. Calvin Suarez Ndial, qui est député écolo au Parlement bruxellois et aussi du Parlement de la Wallonie-Bruxelles, et qui est aussi le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va arriver. Mais on a pensé de l'inviter parce qu'on voulait aussi donner un regard politique de la frontière des mots dont souffrent les personnes issues de l'immigration, des sans-papiers, mais aussi de la violence systémique, parce que ce sont nos représentants. On aimerait avoir un regard un peu politique, parce que la solution ne peut venir qu'au niveau politique, même si nous savons qu'il faut s'élever, il faut que la lutte continue pour amener ces politiques à nous donner des réponses à ce qui nous attend. Donc, Taslim, tu peux répondre au monsieur. Ouais, merci. Donc, justement, j'allais répondre sur cette question quand elle parlait tout à l'heure, avant que on passe les questions. Donc, parce que comment on est arrivé là à être sans papier, c'est là la question. Comment les personnes là viennent ici, pourquoi cela arrive? Donc, pour répondre à votre question, nous, par exemple, on va prendre des exemples. Comme donc on a un stand là-bas, il y a le journal des sans-papiers. Donc, c'est un journal écrit par des personnes avec et sans-papiers. Donc, des personnes concernées qui connaissent les violences qu'ils ont fuies pour venir ici. Donc, une personne qui est au Sénégal. Donc, moi, le père de famille, j'ai une pirogue. Je nourris toute ma famille avec cette pirogue, des générations et des générations. Hein. Je nourris ma famille avec une pirogue. Je pars à la pêche, je pêche, je vends une partie. La moitié, il y a une partie. Et ce que j'ai vendu, je prends maintenant tout ça avec la Convention européenne de la pêche. Maintenant, les bateaux avec les gros chariots là, ils vont partir là-bas avec des filets électriques encore. Ils vont non seulement ravager le fond marin et tuer tout être vivant qui se trouve là-bas. Avec des gros navires, ainsi on parle de navires là, peut-être ça peut être tout l'abeille là, on peut dire comme ça. Donc qui viennent, qui ramassent des poissons. Moi qui nourrissais ma famille, je ne peux plus nourrir comme avant. Il n'y a plus de poissons. Tu vois, mes enfants, ils vont commencer à se déplacer, aller dans la capitale. C'est l'exode rural. La capitale, c'est le bordel. Il y a tout, il n'y a pas bien structuré parce que la politique, c'est la politique de l'Occident. Celui qui est le bon marionnette reste sur le pouvoir. Donc, dans la capitale, il n'y a rien. Donc, des personnes comme ça, ils viennent là-bas. La bauxite, moi, la terre que tu marches, ou les bananes, ou les trucs que tu manges, tu vois ça, on met dans des bateaux. Est-ce que vous comprenez? On met ça dans des bateaux, on emballe, on amène en Occident. Même la terre que tu marches, on la prend, on la met dans des bateaux pour amener en Occident, des cargos. Des milliers, quand on montre des bateaux de migrants qui s'échouent, si on vous montrait vraiment les bateaux, les nombres de marchandises, de matières premières, des choses qui quittent de l'Afrique pour venir ici, on allait fermer les bouches pour dire qu'il y a des bateaux qui chavirent ici, quoi. Donc, non seulement aussi avec cette terre, ils vont venir, il y a tout un village ici qui vivait des siècles et des siècles avec leurs coutumes. Ils vont venir, ils vont vendre tout ça, les grandes multinationales d'exploitation des matières primaires, ils vont venir mettre des explosifs.
nous, le village, il se nourrit dans l'eau de source. Toute cette eau de source, c'est gâté. Leur culture, leur terre, ça ne leur appartient plus. Ça appartient à Rio Tinto ou les grandes multinationales européennes. Donc, tout ça aussi, le village là, c'est détruit. Tout un écosystème, tout il s'est détruit. Donc, ces personnes-là sont obligées de bouger. Donc, il y a plein de choses qu'on a expliquées dans le journal de sans-papiers que vous pouvez passer sur le temps aussi, on peut en parler. Parce que si je me mets à vous expliquer pourquoi on est arrivé ici, c'est les personnes qui vivent ici qui devaient se demander comment on peut vivre comme ça et que les autres sont en train de vivre cette misère. Comme le cas qu'il vient d'expliquer, la question des migrants ukrainiens. Oui, c'est bien d'accueillir les personnes. C'est vrai. Moi, en personne, en réalité, je vous assure, je regarde sur le journal, il y a quelqu'un qu'on a invité qui a pris son bus pour aller prendre des gens ukrainiens ramenés. C'était très beau. Il dit, ah, c'était triste de voir un blanc qui a le visage sale, souffrant, donc je ne pouvais pas le laisser, il faut que je l'aide. Oui, parce que c'est un blanc, il faut l'aider. Donc les Syriens, même l'enfant qui s'est échoué sur la plage, les bateaux qui viennent, on a poursuivi des familles qui ont accueilli des personnes. Alors qu'avec les Ukrainiens, c'est l'État qui encourageait les citoyens à héberger les personnes, donc les personnes étrangères ukrainiennes. Donc c'est tout ce deux poids, deux mesures que nous on voit quand elle parle de la question psychologique aussi, que je vais répondre pour vous dire que nous les personnes sans papier, psychologiquement, mentalement, physiquement, surtout la question psychologique, ça on n'en parle pas. Parce que les gens se cassent, se voilent la face par travailler, rentrer, devenir. Mais la question psychologique, franchement, c'est catastrophique. On ne regarde pas sur la question des personnes sans papier parce que c'est un trauma psychologique qu'on vit. À partir du moment où tu viens, tu demandes l'asile, c'est un trauma psychologique que l'Office des étrangers t'inculque. Parce que la chose qu'on dit ici, c'est l'accueil à l'Office des étrangers. Pour moi, excusez-moi du terme, c'est pas un accueil. C'est pas un accueil. Donc c'est pour vous dire que les personnes ne quittent pas là-bas juste par plaisir ou pour venir visiter ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Merci Taslim. Monsieur, vous pouvez passer au stand, on aura plus de répondants à ce niveau. Avant de donner la parole à Calvin, comme on avait une question pendante ici, Stéphanie, est-ce que tu peux répondre oui. À la question de... Oui, merci vraiment pour la question, parce que, en fait, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, en fait, elle met en avant la question même de la racialisation. Vous évoquiez à très juste titre que, par exemple, quand les immigrés d'origine italienne sont arrivés en Belgique, ils ont subi des brimades, le fait de faire référence à eux en étant des macaronis et ceci et cela. Ce que ça démontre encore une fois, c'est que, comme on le sait déjà, effectivement d'un point de vue biologique, les races n'existent pas. Mais le principe de la racialisation, lui, existe bel et bien. Et c'est aussi ce qui a mené, par exemple, au génocide qu'ont subi les populations juives. Elles ont, elles aussi, été racialisées, en fait. Et donc, dans ce même ordre d'idée, c'est vrai qu'il y a une différence entre la xénophobie et le racisme. C'est pas exactement des choses qui sont absolument synonymes. Mais donc, le fait d'avoir une migration de gens qui viennent de lieux que l'on connaît peut-être moins bien, est quelque chose qui, dans ce sens-là, est de l'ordre du rapport d'individuel. Mais la question qui nous occupe aussi n'est pas une question de l'ordre d'individuel, de personne à personne. Ce qui nous occupe ici, c'est une question institutionnelle et étatique. Comment est-ce que nos pays choisissent, ou plutôt ne choisissent pas, de prendre en compte les devoirs qui sont les leurs. Et c'est pas juste une option, en fait. C'est pas que c'est des gens qui se lèvent un matin et qui se disent, ben tiens, voilà, la Belgique, il fait beau 365 jours par an, je vais décider d'immigrer. C'est juste qu'à un moment donné, par exemple, on a, nous, notre pays, on a souscrit à un certain nombre de lois, tant nationales qu'internationales, auxquelles nous ne répondons pas.
Après, dans un deuxième temps, ce qui peut rentrer dans un rapport qui lui est beaucoup plus individuel et de type plus personnel, c'est qu'est-ce qui est mis en avant aussi pour démystifier des personnes qui éventuellement viennent de zones qui sont beaucoup plus lointaines que les nôtres. Mais encore une fois, comme on l'a vu avec ce qui a été fait avec l'arrivée des populations ukrainiennes, en fait, c'est un total modèle de tout ce que l'on peut faire. Moi, je pense que c'est véritablement une opportunité et une brèche dans laquelle nous devons nous engouffrer. À savoir que techniquement, ça a été possible. Techniquement, on a mis en place un certain nombre par exemple, de prospectus qui ont été édités dans les langues de sorte à ce que les principales personnes qui arrivent puissent avoir un accès à l'information. On a vu aussi dans la couverture médiatique qui en a été faite, on n'a pas parlé de gens lambda, on a essayé d'expliquer l'histoire de ces personnes. On a essayé de mettre en avant leur vécu, de sorte à ce que chacun puisse comprendre que ceux qui avaient l'air d'être très lointains ne sont rien d'autre que notre propre image, mais venant d'un peu plus loin. Donc c'est ça aussi qui est à mettre en avant, à la fois respecter nos exigences internationales, les lois auxquelles nous-mêmes nous avons souscrit, et à la fois aider d'un point de vue purement sociétal, en mettant en place, que ce soit par l'État, que ce soit par les médias, que ce soit par l'accueil au quotidien, des systèmes qui permettent de faire en sorte que les populations se rencontrent, elles soient démystifiées et puissent par la même occasion rappeler que notre histoire est une histoire de migration. Un pays comme la Belgique, c'est littéralement une construction pure. Il n'y a aucune population en fait qui soit établie ici en Belgique qui ne soit pas issue de la migration. Et donc le fait d'aider encore une fois à connaître l'histoire de notre pays, c'est mettre en avant le fait que notre histoire est une histoire qui est basée essentiellement sur la question migratoire. Mais il y a une espèce d'amnésie que l'on construit qui à chaque fois fait que les gens sont amenés à oublier parce que le pouvoir organisateur ne remplit pas son devoir, à savoir faire en sorte que chacun d'entre nous connaisse l'histoire de notre pays et sache que, en fait, c'est pas une question de choix, c'est une question de comment est-ce qu'on arrive à construire ça au quotidien d'un point de vue sociétal et d'un point de vue étatique. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Ok, merci. Calvin, désolé de te présenter en tant que maître, tu as été aussi un militant pendant une vingtaine d'années et coordinateur du collectif Pouvoir colonial, lutte contre la discriminatoire. Est-ce que on va essayer de te donner 55 minutes ou maximum 10 minutes? Désolé, c'est comme ça, le temps aussi, on est pris par le temps. Tout ce que tu as entendu ici sur la violence systémique, institutionnelle, mais aussi la question des sans-papiers et surtout la frontière des mots que vivent ces personnes issues de l'immigration. En tant que militant et politique, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme un plus de ce qui a été déjà été dit aujourd'hui ici? Merci, merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord commencer par vous dire d'où je parle, parce que je suis arrivé en Belgique en 2004. Je suis issu de l'immigration et je suis surtout issu d'une mère qui a été sans papier pendant 10 ans et qui a été régularisée au moment de la lutte après la mort de Simira Adamou. Je pense que c'est important parce que ça m'a permis de comprendre un certain nombre de problématiques lorsque je suis arrivé, que je vivais déjà lorsque j'étais au Togo, puisque je suis d'origine togolaise et camerounaise, et que nous avions peur pour notre mère, parce qu'elle nous racontait un peu comment les choses se passaient au jour le jour. Et donc, la frontière des mots MAUX, j'aimerais tout d'abord dire qu'il y a deux éléments essentiels. Stéphanie l'a rappelé, c'est d'abord le fait que notre État belge a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour les conditions d'accueil des sans-papiers et des personnes qui sont issues de l'immigration. Ça, il faut le rappeler, du point de vue juridique, cela ne va pas. Sur le deuxième point, il faut aussi rappeler que beaucoup de sans-papiers vivent ici, travaillent ici, contribuent au développement de notre société et nous les mettons en marge de la société et que ce n'est pas moralement et politiquement acceptable. Et donc, nous avons poussé au sein de notre parti, effectivement, pour que, au minimum, puisque nous savons qu'en Flandre, c'est très compliqué, parce qu'on entre dans une droitisation de la société au niveau politique de plus en plus,
que les personnes qui travaillent au minimum puissent être régularisées. On ne l'a pas encore obtenu, mais on ne désespère pas, on continue à travailler et à se battre pour ça. Je pense que c'est un élément essentiel pour les personnes qui vivent ici. Parce que généralement, ce que la droite essaie de nous faire avaler, c'est que mais pourquoi les personnes qui fuient leur pays ne vont pas dans les pays voisins et viennent jusqu'ici parce qu'ils sont attirés par le système ici. Mais non, en fait, plus de 90% de la migration, c'est dans les pays voisins en fait. Si vous prenez des pays comme la République démocratique du Congo, c'est vers le Congo-Brazzaville, c'est vers le Tchad et l'inverse aussi. Je crois qu'il faut le rappeler. Et donc, celles et ceux qui arrivent ici, qui tentent l'expérience parce que c'est dangereux, c'est une minorité. Il faut le rappeler. Et donc, on ne le rappelle pas assez souvent. Les pays africains, les pays asiatiques, les pays d'Amérique du Sud prennent déjà leur part en termes d'immigration. Donc, il ne faut pas mentir à la population en disant que nous accueillons la fameuse phrase « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Cette phrase, elle n'est pas juste. Parce que les pays qui accueillent le plus les migrants, ce sont les pays du Sud. Il faut le rappeler. Ensuite, il y a un deuxième élément au niveau des frontières. Ce sont les mots dont mon frère à côté a parlé. Les mots qui sont à la base du déplacement des populations. Et il faut rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, et en faisant référence à ce que Stéphanie a dit, quand on prend la question ukrainienne, certains l'expliquent en disant c'est la mort au kilomètre. Vous connaissez le concept de la mort au kilomètre, c'est-à-dire que plus on est proche des pays où des guerres ont lieu, plus on est empathique et plus on se sent proche de ces personnes. Mais en fait, la racialisation montre que ce n'est pas tout à fait juste. Parce que lorsque vous prenez les populations qui vivent en Ukraine, il n'y a pas que des blancs. Il y a aussi des personnes qui sont issues de l'immigration, qui soit sont étudiants, soit vivent là-bas. Et quand elles sont arrivées ici, elles n'ont pas obtenu les mêmes droits. On les a traitées différemment. Et moi qui suis député en charge de l'enseignement, j'ai vu dans nos écoles comment on a traité aussi différemment les élèves en fonction de leurs origines et en fonction de leur couleur de peau, il faut le dire. Donc il y a là un véritable problème qui est lié à notre histoire, à la manière dont on conçoit l'autre. Et la manière dont on conçoit l'autre est liée aussi à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire de la colonisation. Et c'est pour cela que nos institutions aussi doivent être décolonisées, c'est ce que nous disons depuis très très longtemps. Je pense qu'il est essentiel de travailler par rapport à nos relations avec les pays d'origine, la manière dont nous concevons nos relations en termes d'exploitation économique. Nous rentrons dans la révolution numérique, nous sommes de plein pied dedans. Selon les études, en 2025, l'Europe aura besoin de 50 fois plus de cobalt et de 25 fois plus de lithium. Et où est-ce qu'on va aller le chercher? On va aller le chercher dans des pays du Sud. Et quand on va dans des villages comme à l'est de la République démocratique du Congo, où on creuse, on nourrit les bandes rebelles pour chasser les personnes de leur terre, parce que Apple, Microsoft, etc. ont besoin de vendre les matières premières à bas prix. Parce que selon les études, si on devait vendre à prix coûtant les téléphones que nous avons, on devrait les vendre à 3 000, 4 000, 5 000 euros. C'est ça. Si cet argent rentrait dans les caisses des États légitimes, en fait, on ne pourrait pas acheter ces téléphones-là. Et donc, ces entreprises, ces multinationales ne pourraient pas gagner ce qu'elles gagnent aujourd'hui. Je prends la question de l'uranium. L'uranium qui nourrit nos centrales nucléaires ici et qui fournissent de l'électricité. J'en parle parce que il y a une actualité récente, il y a eu un coup d'État au Niger. Le Niger est l'un des pays, est le premier producteur d'uranium. Et en Afrique. Et ce pays-là, il est exploité par qui? Par la France qui a installé un système. Et donc des chefs d'État, comme mon frère le disait, des chefs d'État qui nourrissent quelque part cette politique d'exploitation. Et donc tant que ici, dans nos États, nous établissions une frontière dans nos têtes en se disant mais ça ne nous concerne pas. Ces mots-là dont on parle, c'est très loin de nous. Mais non, à partir d'un moment, pourquoi est-ce qu'en 91, ma mère est venue, elle n'avait pas besoin de visa. Elle n'a pas eu besoin de visa pour venir. C'était un laissez-passer.
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on impose le visa? Pourquoi est-ce qu'on a imposé le visa progressivement? C'est aussi parce que dans les pays africains et dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de concurrence. L'Europe, l'Occident en général, fait face à une concurrence féroce de la part de la Turquie, de la part de la Chine, de l'Inde, etc. Et donc, quelque part, il faut mettre ces pays sous pression. Et donc, la relation à l'autre aussi fait que on se dit, si les personnes qui viennent ne nous ressemblent pas, on aura du mal à les intégrer en guillemets. Parce qu'on suppose que les Ukrainiens sont beaucoup plus proches de nous et donc vont s'intégrer beaucoup plus vite. Ça, ce sont des stéréotypes qu'on a hérités de la colonisation et de l'esclavage. Voilà, donc j'aimerais terminer en disant quelle est la solution? Il n'y a pas d'autre solution que le rapport de force. Il n'y a pas d'autre solution que le rapport de force. Et le rapport de force, c'est quoi? C'est la mobilisation. C'est la mobilisation avec les sans-papiers, avec les collectifs des sans-papiers. C'est aussi la mobilisation en politique. Parce que les deux se nourrissent. Il n'y aura pas, la politique ne va pas bouger sans que le terrain ne bouge. Ça, c'est absolument important à savoir. Et il est important qu'on puisse se lever toutes et tous et continuer la lutte pour qu'on ait une nouvelle vague de régularisation au minimum. Merci. Merci beaucoup, Calvin. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci. Bonsoir. Merci encore à tout le monde. Je voulais répondre au monsieur qui est parti. C'est pas grave. Mais je veux dire quand même un truc. Peut-être que des gens se posent encore ce genre de questions. Mais en fait, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de pouvoir. C'est une question de rapport de force. Je pense que les Africains, en général, on est encore très gentils sur le langage. Le langage occidental est violent. Et il a parlé de problèmes psychologiques, etc. C'est de la violence, tout simplement. Mais je pense aussi qu'on est souvent trop là à accepter à être encore gentil là-dedans et expliquer. Il y a beaucoup d'immigrés. Il n'y a pas d'expatriés au Bénin. Il n'y a que des immigrés occidentaux. C'est le même langage que moi je préfère utiliser. Imaginez que toutes les plages de Cotonou jusqu'à Lomé, en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, sont occupées par des immigrés occidentaux qui ne peuvent pas acheter une place d'1 mètre carré à Bruxelles, mais qui ont toute une plage pour faire leur bar et qui embauchent des Béninois, des Togolais et autres. Moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais quand je vais là-bas pour manger, j'achète la salade au même prix qu'à Bruxelles. Et la question c'est, ok, ça ne me dérange pas jusque-là, mais après, est-ce qu'ils payent les Béninois qui travaillent là comme à Bruxelles? Est-ce qu'ils sont payés à 1200? Je sais pas, mais j'ai demandé, ils sont payés à 200 000 francs, ça fait pour 300 euros. D'autres sont payés à 100 000 francs au plus. Mais encore, ils ne travaillent pas 7 heures. Ils sont là à 8 heures, ils ont fini à 2 heures du matin. Mais voilà le salaire. Et donc, ces gens-là, quand ils voient des expats arriver et autres, ils se font des amis avec eux, ils se font amis avec eux, etc. Mais au final, ils ont tous envie de partir. Moi, je suis artiste, je reviens. Il y en a qui me disent, mais écoute, ça même si tu reviens encore, on va t'enfermer. Ils me le disent, mais je dis, mais non les gars, il n'y a rien ici non plus. C'est très difficile déjà pour les Européens qui sont là. Et puis vous voyez, donc, c'est de lui dire en fait que l'immigration, c'est dans les deux sens. C'est juste que là-bas, on essaie de couvrir les choses pour dire qu'ils viennent pour développer. Mais non, on a aussi, nous, envie, on a tout aussi envie de développer notre pays. Et merci encore pour l'exemple de dire que c'est difficile j'ai été à des pêches. J'ai été récemment, quand je suis pour repartir du pays, j'ai été à une session de pêche. Les gars se sont levés à 5 h du matin. Ils ont chanté jusqu'à 14 h pour tirer le filet. Il n'y avait rien du tout dedans. Et quand tu vois de loin, il y a des bateaux qui pêchent, etc. Oui, les gens vont encore venir. Mais heureusement, le langage est en train de changer. Et ça, c'est l'espoir avec des gens qui sont en train de prendre le pouvoir aujourd'hui et qui tiennent le même discours, notamment au Mali, que la France ou que la Belgique. Je ne suis pas pro-putschiste, etc. Mais je suis démocrate. Mais à un moment donné, s'il y a des pantins qui sont au pouvoir et que l'armée veut les dégager avec un langage qui correspond à ce que moi je vibre dans ma chair, eh bien, je suis entièrement d'accord. Et j'aimerais souhaiter qu'en tout cas, oui, encore une fois, c'est une question de langage et j'espère que vous aussi, vous allez changer votre langage et cesser d'être, enfin,
faire une enquête par exemple dans les pays africains pour montrer qu'il y a des Belges, il y a des Français qui viennent travailler chez nous, qui gagnent comme s'ils étaient ici, mais qui payent d'une certaine manière pour réveiller la conscience pour dire, mais voilà, avec, je sais pas, avec 5 000 euros, vous avez déjà une activité à Cotonou, dans la capitale, mais ici à Bruxelles, je ne suis pas sûr qu'avec 5 000 euros, vous avez une activité vraiment, un bar, etc., alors ce qui est possible chez nous. Donc, c'est vraiment une question de langage. Je souhaite beaucoup de courage, en tout cas, aux amis et à tous. La question des Ukrainiens, c'est simplement raciste. Il faut se dire les choses. C'est pas, ils sont blancs, ok, ils sont blancs comme nous, on a entendu ça, surtout sur les plateaux de télévision. Et c'est la preuve que la souffrance a une couleur. Je pense qu'on doit l'intégrer. La souffrance, qu'on le veuille ou non, a une couleur. On doit l'intégrer. Peut-être qu'en l'intégrant, demain, ils vont se dire, mais en fait, la souffrance n'a pas de couleur. Quand on prend des cas, il y a des drames qui ont plus de valeur que l'esclavage aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut comparer, mais si eux, ils arrivent si les gens arrivent à comparer sur des plateaux de télé, je pense aussi qu'il faudra aussi qu'on parle de notre cas seulement, sans regarder la souffrance des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ta contribution. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, ici je vais vous en 2 minutes chacun pour donner le mot de la conclusion, s'il vous plaît. Et pas tellement parce que il y a d'autres personnes aussi qui viennent après nous. Et moi j'ai envie d'aller aussi danser. Stéphanie? Un mot de la conclusion. Franchement, c'est très difficile. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour les situations complexes, il ne faut jamais venir avec des solutions qui sont simplistes, quoi. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le plus grand mot MAUX que l'on retrouve et sur lequel on travaille très fortement pour le fabriquer, c'est le sentiment que les gens ne peuvent rien faire et que la situation nous dépasse. On travaille psychologiquement les populations, que ce soit nous, ici, en Occident et en dehors, pour avoir ce sentiment que cette situation nous dépasse et que, en fait, les clés sont aux mains de personnes qui sont beaucoup plus élevées que nous. Alors que pas du tout. Il n'y a aucun mouvement social, aucun mouvement social qui n'a été fait sans que ça parte de la base. Et la base, c'est vous et moi. La base, c'est pas seulement au moment où il y a des élections. C'est pas seulement à ce moment-là qu'on peut se mobiliser et faire quoi que ce soit. C'est tous les jours dans les choix que l'on décide de poser, dans les rapports que l'on décide de poser, c'est là que l'on peut établir un rapport de force. Comment est-ce que dans les choix que l'on pose, dans la consommation, dans le logement, dans l'histoire que l'on enseigne à nos enfants, on établit et on bâtit ce rapport de force? J'aimerais juste que chacun d'entre nous ici, en partant d'ici, ait ces conversations avec les proches que l'on connaît. Et que ce ne soit pas uniquement au moment d'un festival, que ce ne soit pas uniquement au moment où on voit des millions de gens en train de tomber dans la mer Méditerranée, que ces questions arrivent sur la table. Les gens meurent tous les jours, c'est juste qu'il y a des moments où on les met encore plus en avant. Mais ça ne peut pas continuer. La solution, elle est simple aussi, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de solution simple. Le capitalisme tue. Le capitalisme tue et continuera de tuer tant que c'est le seul modèle que l'on défendra. Ces gens partent parce qu'ils n'ont pas d'autre option et parce qu'on les a enlevés. Donc franchement, je ne vais pas faire de longs discours parce que c'est la fin de notre intervention, mais vraiment la solution, elle est entre nos mains, à nous, entre notre mobilisation, à nous, et il n'y a personne d'autre. Merci Stéphanie pour ce mot de conclusion. Merci. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est pas grand-chose. C'est juste vous dire que moi, en tant que membre de la Voix des sans-papiers, ce que je vais dire aux personnes, aux citoyens, donc belges, de venir nous rencontrer, de venir dans nos occupations, de venir nous aborder et ne pas rester avec les étiquettes qu'ils entendent, qu'ils écoutent. Donc avant tout, on est des êtres humains comme eux. Donc ils ne doivent pas avoir peur, ils peuvent venir quoi. On ne mord pas quoi, vous pouvez venir, on peut discuter pour vous montrer comment cet système, donc comme avec tous les débats qui sont ressortis,
qu'il y a le racisme institutionnel qui existe. Donc, si on ne lutte pas, vraiment, même le capitalisme ou tous les autres trucs, tout ça, c'est l'être humain d'abord avant la matière. C'est ça d'abord, quoi. Parce que tant qu'on ne respecte pas cette humanité, parce que oui, c'est ça l'exemple qu'on montre même avec la nature. On est en train de tuer même la nature, nous les êtres humains. Donc c'est triste à dire, quoi. Donc en tout cas, j'invite à tout le monde de passer dans les occupations, de parler avec les sans-papiers. Je vous assure, c'est des experts, ils ont plein d'expériences, de vécu dans nos pays, pourquoi on a quitté, qu'est-ce qui se passe là-bas, qui part là-bas nous exploiter jusqu'à présent, quoi. Merci. Merci, Taslim. Nous sommes dans une période où cette lutte n'est pas facile et chaque moment comme celui-ci est important pour comprendre ce qui se joue et pour pouvoir prendre conscience et se mobiliser. Donc je pense qu'il est très important que nous puissions continuer à nous mobiliser. Je disais que c'est un rapport de force. J'ai réfléchi une fois, on en discutait avec des amis, on se disait que se passerait-il si un jour les personnes que l'on appelle immigrés, et vous avez tout à fait raison, je pense que le langage doit être changé, même si on devrait appeler, y compris les gens qui sont là-bas, immigrés. Et vous parliez des plages, la privatisation des plages est de plus en plus, c'est un scandale, hein, le capitalisme, la privatisation des plages, c'est un scandale. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si, comme action concrète, les personnes qui vivent ici décident de ne plus faire de transfert d'argent par les sociétés que l'on connaît, c'est-à-dire, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de pub, et qu'on décide pendant un mois de ne pas le faire, mais de le faire par des systèmes alternatifs. Je peux vous dire que le système va trembler. Si ne serait-ce que 50% des personnes qui font ces transferts en Belgique décident de ne plus le faire, mais d'utiliser des systèmes alternatifs qui existent, le gouvernement va être prêt à nous écouter. Et ça, je peux vous dire qu'à partir du moment où on touche au portefeuille, les choses bougent. Parce que le capitalisme n'entend que ce rapport de force-là, n'entend que ce langage. Et donc, je crois que si on veut fragiliser un système qui oppresse, il faut toucher les points les plus sensibles. Il faut réfléchir aux points sensibles, que ce soit là-bas ou ici. Réfléchir aux points sensibles et surtout ne pas oublier tous les collectifs aussi qui se mobilisent dans les pays d'où partent les gens contre ces phénomènes. Et c'est à travers cette alliance qu'on pourra venir à bout de ce phénomène et que ça donnera encore du courage aux groupes qui se mobilisent ici. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, Taslim et Calvin. Merci à Cyril aussi qui a participé à la préparation et surtout merci à la coordination du village des possibles parce que ça nous a permis de faire passer ce message. La lutte continue et les mots sont pareils partout, que ce soit c'est les sans-papiers, c'est les féministes, c'est les collectifs qui font du travail de mémoire décoloniale, c'est la même lutte. Ensemble, nous arriverons. Serrons-nous les coudes. Et merci.